Je suis Nadine Mateki, je suis hair designer, j'habite Paris, je suis d'origine congolaise. Je travaille essentiellement sur le cheveu crépus. Mes inspirations me viennent de toutes les coiffures africaines qu'on a pu avoir avant la colonisation. Parce que à l'époque, ces femmes, elles portaient des coiffes qu'elles pouvaient orner de bijoux, de perles, tout ce qu'on pouvait trouver dans la nature. On les mettait dans les cheveux parce que ça faisait vraiment un ornement. Et, et moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est l'histoire où la femme, elle avait son indépendance, elle était ce qu'elle était, elle s'acceptait avec sa chevelure, tout ce qu'elle était. C'était la femme d'avant qui aujourd'hui redevient aujourd'hui les tendances en fait commencent à énormément changer parce que la femme d'aujourd'hui, la femme africaine commence à s'accepter telle qu'elle est. Le cheveu négroïde est comme chimiquement, physiquement, enfin chimiquement et comment dire, a les mêmes caractéristiques qu'un cheveu de type européen. Physiquement, ce cheveu est différent. Et les spécificités de ce cheveu, c'est que la gestion donc, de la matière est différente et il a des caractéristiques qui sont différentes parce que son architecture, le milieu dans lequel il est produit est différent d'un caucasien. Donc il faut apprendre ces différences, il faut apprendre ses spécificités, il faut apprendre les gestuelles sont différentes, les manipulations sont différentes, les produits qu'on doit utiliser sont différents. On a des produits qui existent qui sont adaptés pour tout type de cheveux parce qu'il y a il y a différents types de cheveux afro aussi et chaque cheveu a un produit qui est adapté à sa texture. C'est comme la peau, il y a certaines crèmes que vous utilisez qui ne vous vont pas, vous pouvez faire des allergies, des trucs comme ça, et les cheveux c'est pareil. Donc c'est une matière noble, donc il faut mettre aussi des produits nobles. Donc on a des produits bio qui existent qui sont très très bien pour le cheveu, parce que nos arrière-grand-mères c'est ce qu'elles utilisaient comme produit. Hein. On ne mettait pas des produits chimiques ou quoi que ce soit. Elles utilisaient tout ce qu'elles pouvaient trouver dans la nature, des plantes, des racines, pour pouvoir prendre soin de leurs cheveux. L'huile de coco, l'huile de beurre de karité, l'huile de palme, l'huile de l'argile aussi, pour en faire des masques. Ça, après, il faut juste en fait connaître les produits vraiment qui sont adaptés à tes cheveux. J'ai l'impression qu'en général, on apprend à coiffer vers l'âge de 7-8 ans. On s'entraîne, on regarde. En fait, c'est par observation et on copie un petit peu. Je crois que c'est comme ça qu'on apprend à coiffer. On observe les mamans, les tantes qui coiffent. Et on s'entraîne sur les poupées ou sur ses copines ou ses cousines. Certains moments de la vie, c'est comme... il y a des coiffures spécifiques. Chaque coiffure, comme je disais, chaque coiffure avait une signification déjà à l'époque. Et aujourd'hui, ça continue à perdurer, en fait. On a par exemple une femme en Afrique, même ici, parce que les coutumes, elles suivent. Hein. C'est pas parce qu'on a quitté l'Afrique, qu'on vient en Europe, qu'on oublie certaines coutumes. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier parce que c'est ancré en nous. C'est une culture qu'on a, c'est une richesse. Et on devrait continuer à les pratiquer. Donc... par exemple, une femme en Afrique, quand elle perd son mari, qu'est-ce qu'on fait? On lui rase les cheveux. Et donc, quand on rencontre, par exemple, une femme dans la rue qui a les cheveux rasés ou qui est habillée tout en noir, on sait qu'elle est veuve, qu'elle a perdu son mari. Ou sinon, si elle voulait garder ses cheveux, on lui faisait des tresses en arrière, des nattes collées en arrière, qu'on appelle une chindula. C'est vrai que la coiffure, on le prend en famille. Traditionnel, hein, pas ici, formation et tout ça. Non. Traditionnellement, on le prend en famille. On a une mère qui coiffe. Dès qu'il commence à coiffer, la fille, elle est à côté d'elle. Elle voit comment sa mère, elle fait. À son tour, elle va l'apprendre à utiliser les objets, en fait, comment utiliser la coiffure. Après, elle regarde. Et puis, il y a des copines aussi, entre nous. À un certain âge,
Entre nous, on s'est dit, venez, on va se coiffer. Entre nous, moi, je sais que je me coiffais beaucoup entre cousines. Parce que moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas coiffer. Mais il y a beaucoup de coiffures traditionnelles ici que j'ai connues. C'est avec des cousines, on se coiffe entre nous pour s'entraîner avant même d'aller coiffer une cliente. Les coiffes que portaient les femmes avant la colonisation, c'était des parures qu'elles avaient sur la tête. Parce que tout en sachant qu'avant tout ça, avant tout ce qui est arrivé, en Afrique, on avait beaucoup de royaumes. C'était un royaume où il y avait des parties qui étaient attribuées à telle ethnie, d'autres à telle ethnie. Donc chacun avait une coiffure différente, déjà pour établir les rangs sociaux qu'il y avait. En fonction de la hauteur de la coiffure, la femme, on savait si elle était princesse ou juste servante ou juste petite fille. Les coiffures avaient beaucoup d'importance en fait. Le bébé, quand il est né, on lui rase la tête parce qu'on dit qu'il a sauvé qu'il est né. C'est pas bien bon. Ça, c'est selon de mentalité, de coutume. Après, quand tu te maries aussi, il y a une autre coiffure. Différence qui est selon les ethnies aussi. C'est des peuls, c'est pas la même chose que les Yaranké. D'où moi je viens. Les Yaranké, ils font trois tresses gros, mais les peuls, ils décorent. Et les Yaranké, ils décorent pas. Donc, c'est le même coiffure aussi quand on utilise sur une veuve, quand tu perds ton mari. Donc, ces coiffures-là, tant que tu es en pleine vie, tu n'as pas le droit de te coiffer comme ça, on se dit. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit de me coiffer parce qu'il dit que ça va porter malheur. Je vais perdre mon mari si je me coiffe comme ça. Alors que quand je vais me marier, on me coiffe comme ça. La technique, déjà, on a plusieurs techniques. On a les nattes collées, les nattes... Après, il y a différents... comment dire, dans chaque pays, les noms sont différents. Maintenant, quand on montre à une coiffeuse africaine, elle va savoir reconnaître la technique et donner un nom à cette technique-là. Donc, par exemple, moi, les noms que je connais, ce sont les noms qu'on donne au Congo, parce que je suis congolaise. Donc, tu as la technique des fils qu'on fait avec du nylon ou juste un fil noir ou un fil, peu importe le fil en fait. C'est vraiment la technique pour adoucir les cheveux. Avant, comme on ne défrisait pas les cheveux, il n'y avait pas ces problèmes de défrisage et tout le reste. Les femmes, quand elles voulaient s'assouplir le cheveu ou juste faire une coiffure protectrice ou une très très belle parure, elles utilisaient le nylon ou de la laine pour pouvoir faire des tresses au fil. On prend son cheveu, un bon tas comme ça. Okay. On fait un carré, on peut faire des formes en fait. Et une fois qu'on fait la forme, on attrape son cheveu et on tourne autour. On peut les faire hyper serrés, on peut les faire légèrement serrés. Et après, chacun a sa technique. C'est comme en Afrique, au Congo, on les tresse et à un moment, on peut les... on ne va pas jusqu'au bout du cheveu, okay. On les laisse en pouf comme ça. Donc ça fait des petits pompons partout un peu. Et ça, c'est une technique qu'on utilise vraiment au Congo Kinshasa. Donc vraiment les antennes avec des petits pompons là, comme ça, c'est hyper joli. Sinon, tu as carrément toute la tresse qui est faite, toute l'antenne est faite et après on les relie. Ça fait une forme aussi. Et après, tu as les nattes collées. Les nattes collées, c'est celles qu'on connaît toutes, que beaucoup de gens s'approprient en disant que c'est une natte mexicaine, natte européenne, alors que voilà, tout vient d'Afrique. Hein. Et tu as la natte avec les 2 brins, tu as la natte avec les 3 brins, tu as la natte avec les 4 brins. Donc après, tu as la vanille aussi, la torsade. En fait, tu peux expliquer un peu de la vanille. La vanille, en fait, c'est là où tu prends la mèche, tu la tournes comme ça. Tu fais d'abord un mouvement et ensuite tu tournes la natte. Donc ça fait comme une torsade. Et nous, voilà, comme on appelle ça une torsade et d'autres l'appellent la vanille. Donc tu as cette technique-là où tu peux la faire en natte libre comme ça, ou tu en as d'autres qui les font en natte couchée. Ça. Ouais, natte couchée, c'est bien sur le crâne. C'est bien sur le crâne. La natte couchée, c'est quand c'est sur le crâne. Mais tu peux faire la vanille couchée aussi sur le crâne. Okay. Ça, c'est possible. T'as aussi... avec des mèches, des rajouts. Avec des rajouts aussi. T'as
En Afrique, on appelle ça les rastas. T'as les rastas où ce sont juste des nattes comme ça qui descendent. T'as la grosse natte. Voilà, ça c'est la grosse natte qu'on retrouve ici dans différents styles. Là, c'est la grosse natte. Et cette natte-là, on peut la retrouver aussi, on l'utilise aussi pour faire la natte peule. La natte peule qui est carrément différente. Vous voyez les techniques, ça c'est fait avec du fil de nylon. Hein. Ça, c'est du fil de nylon. Comme je disais, chacun après donne son design en fonction de ta créativité, de ton imagination, de ton monde imaginaire. Et tu pars dans plusieurs styles. Ça, ce sont les fils. Les tresses de base, on les fait avec dedans deux mains. On va comme ça, avec les doigts. En avant, on va en avant avec les doigts. Les renverser, on vient en arrière avec les doigts. Donc c'est pour ça qu'on a dit les renverser, parce qu'on a renversé l'autre modèle en fait. Après, il y a les tresses qui se fait avec des rajouts. Là, tu n'as pas beaucoup de cheveux, on va t'ajouter notre cheveu. C'est d'où on achète les faux cheveux, comme je l'ai là, on rajoute sur les cheveux. Donc là, on tresse en avant, mais avec comme une file. Voilà. Donc là, il y a ces trois techniques pour les cheveux. Après, il y a sur les côtés, il y a sur le gauche, mais tout le temps, c'est le tresse dedans là qui est tout le temps renversé à chaque fois. En fait, ce sont des styles qu'on retrouve aussi au Congo, par exemple. C'est pour ça que je disais qu'il y a différents styles de coiffe, mais la technique reste la même. Ouais. Nous, par exemple, nous aussi, on fait ça. Au Nigeria, on l'appelle différemment. Elle a un autre nom. Et chez nous, on l'appelle souké à fil. Et c'est la première coiffure que celle-ci, que ma grand-mère m'a appris à faire. Et donc ça, je sais la faire. Et donc il y a celle-là qui est faite à base de fil de nylon, parce qu'on l'utilise aussi au Congo. Au Sénégal aussi. Au Sénégal aussi, exactement. Coiffure au fil. Coiffure au fil. Vraiment, ce sont des techniques qu'on retrouve partout. Au Togo aussi, on la retrouve. Et au Togo, elle est utilisée pour les mariages, pour la fille qui va se fiancer. Ce sont des coiffes qu'on retrouve vraiment un peu partout, quoi. Ok. Donc celle-ci, par exemple, c'est des rajouts. Il y a des rajouts. Et ici, à la fin, ils ont mis du nylon aussi pour pouvoir donner ce côté torsadé et avec des perles. Voilà, ça, tu vois, c'est pas indémodable puisque ce style-là, on le retrouve aujourd'hui. Ou des tresses comme ça et avec des grosses perles. C'est vraiment des tendances qui reviennent et qui ne vont jamais. Pour moi, ça va jamais disparaître parce que vraiment, ça revient en fait à chaque fois. C'est toujours la même chose, quoi. C'est comme la mode, quoi. Ça revient et ça, vraiment, c'est un truc qui va jamais disparaître. Et ces nattes-là, on les fait aussi ici en France. Historiquement, il y a un fait il y a un fait qui est à peu près similaire, mais qui va se manifester de façon bien précise, qui va créer une rupture brutale avec l'appropriation de son aspect physique et l'appropriation et la mise en beauté de son cheveu. Ces deux phénomènes, ces deux faits historiques, parce que ce ne sont pas des phénomènes mais des faits historiques, malheureusement, sont la traite des Noirs et la colonisation. Ces deux périodes vont marquer une rupture brutale par rapport à toute l'approche et tout le savoir, la maîtrise et la technique que les hommes et les femmes noirs cultivaient par rapport à leurs cheveux, comme le faisaient toutes les autres peuples, les autres nations. Parce que quand les gens donc tous ces Noirs qui ont été déportés aux Amériques, ont été déshumanisés. Et dans ce processus de déshumanisation, on leur a interdit de mettre en avant leurs atouts physiques. Et donc, ils n'ont plus eu cette possibilité de s'occuper d'eux, de s'entretenir. Et pendant plusieurs décennies,
pour ne pas parler de siècles. Ils se sont retrouvés dans des endroits où ils n'avaient plus leurs habitudes, les rituels ne pouvaient plus être pratiqués, et les pratiques qu'ils avaient et avec leur pharmacopée, leur cosmétologie, tout leur avait été arraché. Donc il a fallu aux Amériques réapprendre à gérer son cheveu. Le phénomène est un petit peu différent en Afrique. Pendant la colonisation, la population noire va se sentir diminuée, et pour pouvoir essayer de se rapprocher du dominant, va copier va utiliser ces critères, les critères que lui va imposer. Donc, alors ça va pas être aussi violent que ça a pu l'être dans les Amériques, mais il y a quand même ce phénomène. Et c'est plus insidieux, c'est plus comment dire, c'est plus caché, c'est moins frontal. C'est que les femmes se lissaient les cheveux un petit peu, parce que vous savez, c'était juste une question d'identité. Celle qui avait la peau la plus claire pour être vue du maître, le cheveu lissé, et les femmes se lissaient les cheveux tout simplement. Et donc ont perdu un petit peu leur identité. Avec l'avènement du défrisage, qui a commencé dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une espèce de cassure. Enfin, c'est même pas une espèce, il y a une réelle cassure dans la transmission des techniques et des savoir-faire ancestraux, familiaux. Pourquoi? Parce que la génération de ma maman, et peut-être encore avant elle, ils ont connu vraiment les débuts des défrisages, et ils ont évolué comme ça, d'accord? Ils ont grandi, elles se sont construites avec ce défrisage-là, et pendant 50, 60 ans, ouais, 50, ouais, voilà, eh bien, elles ont comment dire, comment on dit ça? Elles ont perpétué une nouvelle tradition, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça tradition, mais voilà, un nouvel enseignement qui était le défrisage, on défrise. Donc les tresses se sont un peu perdues dans certaines familles. Et ce qui se passe, que je trouve dramatique, et que justement à travers notre travail on essaie de corriger, c'est que on a des femmes qui ont 50-60 ans aujourd'hui, et qui n'ont quasiment connu que le défrisage. Nous, les Africains, on s'est plus basé sur l'Européen, donc on fait comme eux. On se coiffe pour avoir la texture européenne, le maquillage, tout et tout. Voilà, on se coiffe pour être comme eux. Voilà, pour être belle, pour se sentir plus belle, pour se sentir à l'aise dans sa peau. Parce qu'à l'époque, en fait, les femmes utilisaient des fers chauds. C'est comme un défrisage. Quand on lisse son cheveu avec un peigne chaud qu'on mettait dans un four pour pouvoir lisser le cheveu pour qu'il paraisse plus raide. Ou voilà, c'est comme un défrisage. La technique du sage, vous en avez plusieurs. Hein. Soit on fait d'abord des tresses sur la tête et après on tisse les mèches de cheveux sur le cheveu. Vous avez aussi la méthode où on va venir clipser, par exemple, sur vos mèches de cheveux, des mèches pour allonger les extensions. Vous avez aussi les tissages à la colle, donc vous allez toujours tisser, et après vous allez coller en fait les bandes de cheveux sur le crâne, comme ça, à la base du cheveu en fait. Donc vous avez des techniques un petit peu comme ça où vous transformez tout simplement. Le tissage, c'est comme tu en train de tricoter. C'est une manière de tricoter les cheveux. Voilà. Sur le tissage, c'est de coudre les faux mèches sur
il faut mettre sur note les cheveux africains pour avoir à peu près la texture des cheveux européens. Voilà. À partir de là, on peut faire toutes sortes de modèles que les Blancs font. Nous, on peut le faire par notre secret qu'on nous connaît, par la manière qu'on a réfléchi, on a même plus réfléchi et réfléchi pour avoir ce résultat. Parce que quand on veut faire, on veut imiter l'Européen, par rapport à nos cheveux, on n'arrivait pas. On veut faire long, comme les Européens, on n'arrivait pas. Donc, du coup, on a réfléchi comment est-ce qu'on va poser le tissage. Comment est-ce qu'on pourrait avoir les cheveux comme les Européens. Parce que c'est en fait l'image du cheveu lisse, c'est une image qu'on nous a ancrée depuis belle lurette. C'est une image qu'on nous a dit, voilà, la femme occidentale, c'est la plus belle. Il faut prendre cet exemple-là. En même temps, on n'avait pas le choix. C'était au temps où nos ancêtres allaient couper de la canne à sucre, se retrouver dans des maisons comme des boys. Et pour qu'elles puissent être acceptables, c'était avoir la peau claire et avoir le cheveu lisse. Donc c'est une image qu'on nous a ancrée depuis super longtemps. Maintenant, c'est à nous de faire ce travail-là, de notre génération d'aujourd'hui. C'est à nous de faire ce travail-là, de montrer aux gens, de montrer à la génération future et même aujourd'hui, de leur montrer que voilà, c'est fini cette époque-là, quoi. Parce qu'il faut savoir que ça fait mal aussi quand on se coiffe. Quand on fait des tresses collées qui est petit, pour les petites filles, on essaye quand même d'être souple, on ne tire pas beaucoup. Parce que déjà, rien que commence à coiffer, ils vont commencer à pleurer. Et puis du coup, on va le faire très très façon. C'est pour ça, souvent, ils sont très très jolis, mais ça ne prend pas autant de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. La tête des petites filles, une petite fille de 3 ans, tu peux le coiffer en une demi-heure ou maximum en 1 heure, tu as fini. Parce qu'on a des modèles quand même, ils sont très très jolis, mais c'est des modèles qui ne prennent pas beaucoup de temps. Bon, quand on arrive à l'adulte, là, on supporte les douleurs. Là où on tire, on peut utiliser des rajouts, on peut rajouter les rajouts, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les mèches là. On peut mettre un tissage, on peut faire des rastas qui sont durs et ça prend du temps, c'est 2 heures ou jusqu'à 3 heures de 30. Encore, il y en a même des tresses qui prennent toute une journée. Mais parce que on a la force de résister, ça prend beaucoup de temps. Quand on arrive à la vieillesse, ça veut dire qu'on a abîmé nos crânes. Tout ce qui s'est passé dans toutes ces années derrière nous, on se tirait du coup la tête aussi, ça supporte plus beaucoup autant de douleur et on revient à l'enfance. On revient à l'avance, ça on va faire encore des tresses comme un enfant. Maximum, moi je vois ma grand-mère, dès qu'on le touche ses cheveux, et elle crie. Parce que c'est eux, ils ont fait leurs cheveux tout ce qu'ils veulent. Ils ont mis ils ont avant il n'y avait pas de défrisants, du coup ils font quoi? Ils repassent. Du coup, tout ça, ça va rester dans la crâne et ça fait mal après. Du coup, elle supportait que 3 tresses, 3 boules. Un à côté, au milieu et l'autre à côté. Parce qu'elle a très mal, elle ne supporte plus. Donc, c'est vrai qu'il y a des tresses selon les âges aussi. L'alopécie, en fait, c'est une chute de cheveux à un endroit spécifique. Et on se retrouve, en fait, avec la peau hyper lisse. Comme ça. Et les cheveux ne repoussent plus. Ça peut repousser, mais il faut un traitement de fond. Oui, ça dépend des alopécies. Ça dépend des alopécies, ouais. Ça peut, voilà. Mais l'alopécie liée au défrisage, il ne faut pas espérer. Hein. Non. L'alopécie liée au défrisage, c'est que le cheveu, le cuir chevelu a cramé. Oui. C'est fini. Et aujourd'hui, parce qu'elles ont soit des problèmes de cuir chevelu, ce qu'on appelle des alopécies, des pertes de cheveux partielles ou diffuses ou totales, pour certaines malheureusement, eh bien elle se pose enfin la question peut-être que je pourrais les porter naturelles. Donc elle voudrait revenir au naturel. Mais sauf que quand elles sont face à un cheveu qu'elles n'ont pas connu finalement, elles sont complètement déboussolées. Donc là, il y a pour moi, j'analyse ça comme une espèce de drame culturel et identitaire quelque part, parce que il y a eu une désidentification, comme une aliénation quelque part, pas forcément consciente justement, c'est ça qui est un peu difficile.
Le cheveu naturel, c'est compliqué, ça prend du temps. Pas quand on sait le jardiner. Voilà, moi j'enseigne ça, le cheveu cru et la biodiversité capillaire. Et pourquoi plus Martinique, Guadeloupe et pas d'autres pays Alors, Martinique, Guadeloupe, Guyane, parce que c'est francophone et c'est plus pratique pour moi en termes de... Enfin, c'était plus pratique pour moi en matière de voyage. Je suis allée aussi au Sénégal, je suis allée en Côte d'Ivoire. Alors, tout le monde n'est pas prêt au Sénégal, il y a beaucoup de cheveux défrisés. Il y a beaucoup de personnes, c'est un peu le royaume du tissage, c'est-à-dire j'arrive, je suis le challenger, mais ils ne sont pas forcément prêts. Donc quand on aide des gens à se sentir bien dans leurs cheveux en France et aux Antilles, après ça devient une tendance un peu plus, enfin on est plus nombreux à illustrer ça. Donc quelque part, une femme sénégalaise qui vit ici peut avoir envie ensuite de ramener les choses au Sénégal. Et moi, quand on va me voir avec ma couleur, on va me dire « Oui, mais toi, t'es métisse, c'est pas pareil, t'as pas le même problème. » C'est vrai. Mais je gère des gens qui ont encore plus de problèmes et on arrive à avoir le résultat parce que c'est toujours la même logique en fait. En Côte d'Ivoire par exemple, j'y étais en septembre, il y avait beaucoup de gens qui ont formé des coiffeurs. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a 90% d'alopécie en Côte d'Ivoire pour toutes les femmes. Voilà. Et chacun est tellement persuadé de son truc. Moi, je passe par l'éducation, donc avec Internet, avec le livre. Si la personne n'a pas envie de lire mon livre, elle a le droit. Mais moi, j'ai pas forcément la structure et les moyens pour aller former. Je veux pas aller évangéliser les gens si la démarche de fond n'est pas là. Donc il y a des choses qui prennent du temps. Mais on a un partenaire qui a un salon en Ouganda, par exemple. Et on va arrêter de se torturer pour ressembler à un modèle qui ne nous ressemble pas et que nous n'atteindrons jamais, parce que ce n'est pas qui nous sommes. Et ce sera... Ça passe ou ça casse. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on a eu ce mouvement très fort du retour aux cheveux naturels, par exemple, et qu'en France, notamment, énormément de jeunes femmes, alors c'est plutôt les jeunes femmes des Amériques, qui sont dans cette revendication-là. Parce que ça correspond aussi à la prise de conscience de leur histoire. En 2010, j'étais à Toulouse et voilà, j'étais dans un contexte qui était assez particulier et j'étais également très investie dans une association. Et nous étions plusieurs personnes du coup racisées, et noires et arabes, et avoir du coup avec des cheveux texturisés. On s'est un peu tous donné la force et les astuces pour pouvoir être à l'aise avec nos cheveux et pour pouvoir également les manier comme on aimerait les manier. Et voilà, du coup je me suis saisie un peu de cette force collective pour pouvoir entériner et passer au naturel. À la prochaine, vous allez passer, si vous y arrivez, au-dessus de la tête. Pour relaxer le haut, la zone des soins amoureux, vous savez, là où ça a été très exposé. Très bien, Mélanie. Moi, je pense, en 2012, on en parlait déjà parce que je me souviens, j'avais arrêté de me défriser. J'avais décidé d'arrêter de me défriser les cheveux. Et des collègues de travail, elles me disaient « Ah, t'es devenue une nappie ?» Je leur ai dit « C'est quoi une nappie ?» Elles ont commencé à m'expliquer ce qu'était une nappie. Le mouvement du cheveu naturel, entre guillemets, il est arrivé en France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais il est arrivé ici pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'en France, on est une des communautés, enfin on est la communauté noire la plus nombreuse d'Europe. C'est aussi simple que ça. C'était un mouvement qui a commencé aux États-Unis 10 ans, 15 ans avant. Le premier mouvement, il date des années 60, avec les Black Panthers, qui ont été les premiers. Mais le problème des Black Panthers, c'est qu'ils ont été tués dans l'œuf. On les a fait passer pour des révolutionnaires anarchiques fous, alors qu'en fait, c'était un groupe de personnes qui essayaient de lutter contre l'oppression du système américain. En France, il n'y a pas, dans les écoles de coiffure, on n'enseigne pas à s'occuper du cheveu crépus, à le tresser, à le coiffer. Alors aux États-Unis, il existe des choses, mais il faut savoir que
Il existe des choses, d'une part, les gens peuvent se coiffer, enfin peuvent apprendre la coiffure dans des centres de formation et dans des diplômes d'État. Déjà, c'est énorme. Vous avez en plus des formations comme celles que j'ai suivies qui sont faites par des instituts privés. Et puis, mais il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, comme en France, vous avez des difficultés. Par exemple, si vous êtes tresseur et pas, entre guillemets, coiffeur, vous êtes obligé d'avoir un certain type de diplôme. En fait, vous êtes obligé d'apprendre à coiffer sur le cheveu, sur tout type de cheveux. Vous n'avez pas le droit de juste savoir tresser. Donc, l'art de la tresse, qui de toute façon n'est pas enseigné parce qu'il n'y a pas de formation spéciale pour ça, aux États-Unis comme en France, c'est un vrai problème. Et c'est d'autant plus un problème en France que si aujourd'hui vous voulez passer votre diplôme, votre CAP coiffure et que vous venez avec un modèle au moment de votre épreuve pratique avec le cheveu crépus, vous risquez la disqualification et de ne pas être diplômé. Quand les parents sont arrivés, le mot d'ordre, c'était « on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues ». Donc, on se conforme au modèle dominant. Le modèle dominant veut que nous soyons comme ci ou comme ça. On ne se pose pas de questions, on le fait. Et les parents, la deuxième génération l'a accepté. Aujourd'hui, la troisième ne veut plus du tout. Aujourd'hui, on a la liberté, en tant que spécialiste, d'une matière qui n'est pas enseignée, de pouvoir créer des formations ou des ateliers spécifiques pour pouvoir diffuser un savoir technique ou autre. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Okay, très bien. Mais du coup, ça devient des formations privées qui ne sont pas subventionnées par l'État. Donc j'ai fait mes études de coiffure ici à Paris. Hein. J'ai fait mon CAP, mon BP et mon BTS. Et à la fin de mes études, je me suis aperçu que les diplômes que j'ai obtenus ne s'étaient pas à l'image d'une population qui était issue de la diversité. Donc je n'étais pas apte à travailler sur, à part le cheveu caucasien, hein, je n'étais pas apte à travailler sur les autres natures de cheveux ou textures de cheveux. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une école. Donc l'école que j'ai créée, je n'ai pas voulu penser pour dire je vais créer une école afro, mais je vais créer une école pour tous. Alors quand il dit une école pour tous, c'est que on veut former les coiffeurs de demain à ce qu'ils soient opérationnels à travailler sur toutes les textures de cheveux et qu'ils puissent être à l'image d'une population qui est issue de la diversité. Donc aujourd'hui, la question doit se poser, quelle est l'image de la population d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une population qui n'est pas mixte ou qui est juste caucasien, ou c'est une population qui est de la diversité? Et donc si on veut parler de la diversité, ça veut dire qu'il faut que les structures, les formations soient adaptées à cette population. En fait, finalement, la France est multi-ethnique, pluriethnique, et donc voilà, vous avez toutes les anciennes colonies africaines, et puis vous avez aussi les DOM, tout simplement. Donc pourquoi avoir fermé finalement ce diplôme et ne pas avoir essayé d'ouvrir les choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver? Et puis que finalement, n'importe qui puisse coiffer un cheveu noir, finalement.